Bonjour à tous. Bonjour. Bon, bienvenue à notre webinaire, les gestes qui sauvent spécial filière agricole. Donc, juste pour me présenter, donc Sandrine Collet, présidente de la commission agricole de l'Ordre des experts comptables. Ce que je vous propose avant de démarrer, juste Zélie, qui est permanente à l'Ordre, va vous expliquer un peu les modalités pratiques et puis je reprendrai la parole juste après. Merci Sandrine. Bonjour à tous et à toutes. Alors, pour ce webinaire, vous allez voir que vous n'avez pas accès à votre micro ni à votre caméra. C'est pour éviter du coup les petits bruits et les micros ouverts. On les ouvrira dans le cadre des questions-réponses à la fin de la présentation, ou si vous en avez, vous n'hésitez pas à les poser dans la conversation. On vous partagera également les supports de la MSA et de la Chambre d'agriculture du coup à la fin de cette présentation. Voilà pour les modalités pratiques. Merci Zélie. Donc oui, juste simplement un mot d'introduction pour expliquer un peu voilà l'idée de ce webinaire. Et je vois que vous êtes nombreux ce matin et ça fait plaisir. C'est un sujet sur lequel la commission attache beaucoup d'importance. L'idée du webinaire, c'était de dire qu'en fait, on voit que sur le terrain, en tant que conseil ou expert comptable, on intervient parfois peut-être un peu trop tard, où on se dit qu'on peut peut-être gérer tout seul les problématiques de trésorerie de notre client. On voit bien que psychologiquement, il n'est pas toujours certain, c'est compliqué quand la trésorerie est extrêmement tendue ou devient tendue ou que les perspectives sont compliquées. Et donc, l'idée du webinaire, c'est de dire, ne restons pas seuls. Aujourd'hui, on a des gens autour de nous qui connaissent parfaitement le sujet, qui peuvent nous permettre de nous épauler avec le client et qu'on ne soit pas effectivement tout seul à gérer le dossier et aborder des sujets délicats parfois avec lui, aborder aussi, échanger sur son état psychologique. On n'est pas psychologue, on n'est pas voilà, donc, n'hésitons pas à faire appel, notamment, donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils sont présents, la MSA et la Chambre d'agriculture, qui vont pouvoir vous présenter leur accompagnement aujourd'hui qu'ils proposent et sur lequel vous pouvez vous appuyer et qui, voilà, pour avoir expérimenté, qui permet de faire, je pense, un bon travail sur le terrain. Le client, voilà, on est plusieurs à pouvoir l'écouter et voilà, on a un accompagnement plutôt complet en travaillant à plusieurs, je pense, ce qui est apprécié par le client. Ce que je propose, c'est que je laisse la parole à Monsieur Petitot de la Chambre d'agriculture et je vous laisse vous présenter, Monsieur Petitot, et nous expliquer un petit peu votre rôle dans l'accompagnement aux agriculteurs, aux chefs d'entreprise agricole en difficulté. Donc, bonjour à tous. Donc, Christian Petitot. Donc, moi, je travaille à la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire, où je suis le coordinateur de l'équipe du pôle Réagir. Donc, le mot Réagir, nous, on l'emploie dans les chambres d'agriculture France en général, hein, pour tous les dispositifs d'accompagnement d'agriculteurs en situation fragile. Alors, je vais vous présenter, je vais partager le diaporama. Hop. Donc, je pense que vous voyez mon diaporama. Je vais me mettre en mode présentation. Ce sera encore Oui, très bien. plus joli si ça veut marcher. Voilà. Donc, je vais aborder les points suivants. Reparler un peu de l'origine des difficultés de l'exploitation, mais vous les connaissez aussi bien que moi, puisque en tant qu'organisme qui les accompagne sur la partie comptabilité et gestion, vous pouvez les rencontrer. Vous dire comment on est organisé à l'échelle des Pays de la Loire et puis quels sont les accompagnements au niveau de la Chambre d'agriculture. Sur l'origine des difficultés qu'on rencontre dans les exploitations agricoles, là vous avez un nuage de mots qui a été fait il y a déjà quelques temps, donc des fois la grosseur des mots pourrait changer d'une période à l'autre, mais il n'empêche que c'est quand même souvent, ça tourne toujours autour de ces thèmes-là, c'est-à-dire que les fragilités économiques ou humaines des agriculteurs
ont pour origine soit une conjoncture économique, comme par exemple en ce moment dans le vignoble de l'Anjou, où c'est difficile de vendre, comme par exemple certaines périodes, alors là ça fait longtemps qu'on n'a pas connu, mais en production animale où les prix vont baisser fortement, en céréales en ce moment où les prix par rapport à il y a 2 ans ont fortement baissé, des problèmes techniques, donc d'absence de maîtrise technique de l'exploitant pour X raisons, des problèmes d'origine de charge de travail, d'erreurs de gestion, de mauvais choix d'investissement ou de choix d'investissement inappropriés à la situation. Ce qui est en train de grossir en ce moment, des problèmes sanitaires. Il est écrit un tout petit là, mais en ce moment, ce serait plutôt plus gros, puisqu'on anticipe à notre niveau la survenue de problèmes économiques liés aux problèmes sanitaires qu'on rencontre en ce moment dans les cheptels, avec la fièvre catarrhale ovine, avec la MHE, enfin voilà, des maladies qui affectent aujourd'hui la reproduction dans les cheptels. Et ça, c'est plus sournois parce que les difficultés viendront dans 1 an ou 1 an et demi, euh, compte tenu de la lenteur de l'agriculture. Hein. Une des particularités de l'activité économique agricole, c'est qu'elle va au rythme de la nature. Et donc, elle va lentement, contrairement à d'autres activités qui peuvent aller rapidement. Nous, la nôtre, elle va lentement. Il faut toujours les mêmes durées pour faire, même si le réchauffement climatique accélère les choses, mais il faut toujours les mêmes durées pour qu'une vache fasse un veau, pour que le blé mûrisse, pour que les cultures poussent. Voilà. Euh, une autre particularité, évidemment, de l'agriculture, mais il y a d'autres secteurs d'activité qui sont soumis à ça, mais c'est les événements météorologiques et la météo. Et donc, aujourd'hui, l'amplificateur qu'est les phénomènes des règlements climatiques, ça agit comme comme amplificateur, en fait, le dérèglement climatique. Et on a de plus en plus d'événements météorologiques extrêmes, euh, avec du gel alors qu'il a fait très chaud les semaines qui précèdent avant, avec des tempêtes qui passent et qui détruisent les cultures en quelques secondes. Enfin voilà, des choses, des canicules qui vont faire que une récolte qui s'annonçait bonne tout d'un coup est mise par terre en quelques minutes, quoi, en fait. Enfin, en quelques minutes, en quelques jours. Voilà. Donc ça, vous les avez, enfin, vous les constatez chez vos adhérents clients. Tous ces problèmes-là, ils peuvent en échanger avec vous. Euh, le tout premier, là, vous voyez, gestion administrative, il y a aussi un certain nombre d'agriculteurs qui décrochent, qui finissent par ne plus rien vous fournir, avec qui vous ne pouvez plus faire les comptabilités. Et on accompagne aussi ces personnes-là et la MSA en reparlera parce qu'il y a des dispositifs d'ailleurs spécifiques qui permettent de l'accompagner. Alors, qui sommes-nous au niveau des Pays de la Loire? Donc, on est une équipe régionale. Donc, on agit sur tous les départements. Donc, notre responsable de service, c'est Aurélie Sebron. Et puis ensuite, vous voyez dans les départements, on a alors ça dépend des conventions qu'on a, 2 ou 3 conseillers par département. En Mayenne, c'est Élodie Delmas, en Sarthe, Julie Leroux, en Maine-et-Loire, Philippe Boursier, moi-même et mon collègue Jo Caillot qui lui est en préparation de départ à la retraite, qui est là encore pendant 5-6 mois, et puis après, il ne prend plus de nouveaux dossiers, donc vous aurez rarement affaire à lui maintenant. Dominique Simonet en Vendée, et puis Michael Verdier, Fatima Béchard et Antoine Puren en Loire-Atlantique. Et sachant que à tous ces collègues-là, quand on en a besoin, on peut mobiliser d'autres collègues qui sont dans notre service conseil d'entreprise, en fait. Je pense en Mayenne notamment à David Pirot, Denis Guilloton en Vendée. Enfin voilà, on est en fait en tout, on peut mobiliser jusqu'à une vingtaine de conseillers quand le besoin s'en fait ressentir. Enfin, on est au niveau régional, on a une assistante dédiée
à notre service, Eva Nicolic, qui fait l'accueil téléphonique pour toute la région. C'est-à-dire que peu importe d'où on appelle, quand on appelle, on a Eva au téléphone et après elle se charge d'accueillir les personnes et de voir avec elles pour fixer, et avec nous pour fixer un rendez-vous. Alors, on est dans un webinaire Les gestes qui sauvent. Donc, comment est-ce qu'on accompagne les gens? Donc déjà, vous entendrez parler du dispositif Réagir, donc, qui est donc le dispositif Chambre d'agriculture pour accompagner les personnes dans les difficultés techniques, économiques, financières, humaines. Enfin, voilà, on va traiter la globalité de la situation. Et comme l'a dit Sandrine Collet en introduction, un de nos credos, c'est d'intervenir le plus tôt possible. Plus on intervient tôt, plus vous intervenez tôt d'ailleurs aussi, euh, plus l'agriculteur réagit tôt, plus on a une palette de solutions. Plus on fait tard, plus on se dirige vers les solutions dont vous avez déjà entendu parler, les solutions par la voie judiciaire. Mais quand on intervient plus tôt, on a des solutions amiables possibles en agriculture. On a cette tradition-là dont on va parler juste après. Alors, en fait, notre accompagnement commence toujours par ce qu'on appelle, nous, le premier entretien ou diagnostic de fragilité. En quoi ça consiste? Ben, en fait, c'est un rendez-vous avec l'agriculteur chez lui. Systématiquement, on va voir les exploitations parce que c'est notre culture chambre d'agriculture. On est des conseillers agricoles, ingénieurs en agriculture pour la plupart. Donc, on veut voir l'entreprise dans laquelle on est, quelle est sa structure, qu'est-ce qu'il y a comme bâtiment, qu'est-ce qu'il y a comme matériel, dans quel état c'est, quel est le cheptel, quel est l'état des plantations. Enfin, on a ce regard-là sur aller dans les stabulations, aller éventuellement dans les champs pour voir où est-ce qu'on en est réellement et relativiser aussi tout ce que peut nous dire l'agriculteur. Donc ce premier entretien va nous permettre, avec l'agriculteur, d'essayer de toucher et de comprendre l'origine des difficultés. D'où est-ce qu'elles viennent ces origines des difficultés? Est-ce que c'est un problème commercial? Est-ce que c'est un problème ancien? Est-ce que c'est un problème récent? Est-ce que c'est euh, un problème technique? Est-ce que c'est un événement exceptionnel, comme je le disais tout à l'heure, climatique? Enfin voilà, d'où viennent les difficultés? Quelles sont-elles? Quelles sont ces difficultés? Problème de trésorerie, un problème de rentabilité, les deux. Un problème humain. On a le relais, en fait, on a la possibilité dans l'équipe de faire un relais avec une collègue qui est médiatrice agréée quand il y a des difficultés de relations humaines dans les sociétés type GAEC, type ERL. Euh, voilà, donc, parce que ça peut être aussi une des origines des difficultés, des relations humaines qui se dégradent et qui font que l'entreprise ne va plus. Sur ce premier entretien, qui est financé dans la plupart des départements par le conseil départemental, donc nous, la Chambre d'agriculture, on fait gratuitement, enfin c'est cofinancé par la Chambre d'agriculture ou l'association Réagir départementale et le conseil départemental dans la plupart des départements. En tout cas, dans tous les départements, c'est gratuit. Ça permet ensuite de réfléchir à quel est le meilleur dispositif d'accompagnement et quel est le premier plan d'action à mettre en œuvre pour aller vers ce dispositif. Donc voilà, est-ce qu'on va vers un dispositif amiable? Est-ce qu'on va vers un dispositif de règlement amiable agricole? Donc amiable sous sein privé, pur et dur, quoi, en fait. Règlement amiable agricole.
est-ce qu'on va vers un redressement judiciaire ou, alors plus rarement, mais ça nous arrive aussi, vers une liquidation judiciaire d'entrée de jeu. Là, dans le département de Maine-et-Loire, ça vient de nous arriver coup sur coup dans deux situations où, quand on est arrivé, c'était trop tard, quoi. Enfin, c'était trop tard pour envisager une poursuite d'activité. Et l'état des dettes faisait qu'on devait aller vers une liquidation judiciaire. Donc, voilà. Donc, ce premier entretien, souvent, on demande aussi à l'agriculteur de nous fournir les documents comptables qu'il a à disposition pour aider à comprendre la situation. Donc, on peut vous solliciter, ou l'agriculteur va vous solliciter, pour que nous, on ait une lecture des dernières comptabilités qu'il a pu avoir. Suite à ce premier entretien, on propose de mettre l'agriculteur en perspective et de se reprojeter sur son exploitation, d'avancer donc vers une solution qui lui convient et d'être l'acteur en fait de son redressement, du redressement de la situation. Euh, c'est très important pour nous. Dans notre culture chambre d'agriculture, on a comme valeur l'autonomie de gestion de nos chefs, des chefs d'entreprise qui sont. Alors nous, c'est pas des adhérents, hein, c'est des électeurs en fait à la chambre d'agriculture. Donc c'est vraiment fort dans notre culture, c'est que les agriculteurs soient le plus autonomes possible dans leurs décisions de gestion et qu'ils soient acteurs des décisions de l'entreprise. Donc on va travailler avec eux. Ça prend du temps. Il faut qu'il s'approprie, il faut qu'il mesure la situation, qu'il arrive à prendre du recul, qu'il devienne plus lucide sur ce qui lui arrive, sur ce qui se passe dans son entreprise. Euh, c'est vrai que c'est souvent du temps. On a souvent affaire aussi à des personnes qui sont dans une situation de déni ou de rejet sur l'autre. De la situation. Vous pouvez aussi l'entendre, vous, en tant que comptable, c'est-à-dire c'est pas de leur faute, c'est de la faute des autres s'ils sont dans cette situation. Alors, il y a des fois, c'est vrai, mais il y a quand même, même si c'est vrai, même si c'est de la faute des autres, c'est bien à lui, le chef d'entreprise, de prendre en main cette situation et d'y trouver des solutions. Donc voilà, donc c'est tout ce travail d'audit, de travail. Alors là, on vous associe souvent parce qu'on a besoin d'éléments comptables, on a besoin de faire des projections comptables. Alors ça peut être nous qui les faisons, ça peut être vous, ça dépend de comment l'agriculteur le souhaite et puis comment nous on voit ça. En tout cas, l'idée, c'est de se remettre en perspective, d'avoir un projet à chiffrer, puisque derrière cet audit et perspective, on va proposer une table ronde amiable qui aboutira sur un protocole sous seing privé. Donc, cette- l'objectif là, c'est de mettre tous les créanciers autour de la table euh, pour trouver une solution amiable. Alors ça fonctionne, les tables rondes amiables. Dans des situations assez particulières, il ne faut pas avoir un endettement trop important. Alors, je n'ai pas forcément de chiffres en tête, mais ça s'apprécie au moment de la rencontre du premier entretien et de l'audit. Il faut être dans une situation où on a peu de créanciers. Si on a beaucoup de créanciers, si on a... alors quand je dis peu de créanciers principaux, c'est-à-dire si on a trois ou quatre créanciers avec des grosses dettes, les solutions amiables peuvent s'envisager. Et on arrive dans ces protocoles-là à obtenir des étalements sur 5 à 7 ans. Euh, En tout cas, nous, on traite l'ensemble de la dette. Ce qu'on veut, par contre, c'est traiter l'ensemble de la dette. Même les petits créanciers, quand on fait notre réunion, on doit avoir une solution pour eux. Euh, donc, ces réunions-là, on les conduit dans nos locaux, souvent, hein, avec l'agriculteur, l'ensemble des créanciers, et on échange sur les solutions. Donc, les banques sont associées, hein, parce que des fois, elles détiennent une partie de la solution. Euh, euh,
C'est la même chose que peut faire un conciliateur en règlement amiable agricole, mais avec, comment j'allais dire, une vision, enfin, quand on a moins de créanciers, quoi, en fait. C'est nous qui apprécions les choses. Sinon, on va orienter vers le règlement amiable agricole, parce que là, quand il y a beaucoup plus de créanciers, quand il y a plus de personnes à mettre d'accord, les conciliateurs qui sont nommés par les tribunaux vont trouver des solutions plus puissantes que la nôtre, en fait, du fait de l'encadrement judiciaire, quoi. Donc, pour ces deux éléments-là, l'audit et les tables rondes, on recherche des solutions aussi pour que ça coûte le moins cher possible aux agriculteurs. Donc, ça, c'est notre métier. Enfin, ça fait partie de nos missions de rechercher auprès de banques, de fournisseurs, d'un certain nombre d'acteurs, en fait, des financements pour que ces actions-là coûtent le moins cher possible à l'agriculteur, même s'il reste souvent une part à leur charge. Et on tient aussi à ce qu'il y en ait un petit peu à leur charge, parce que ça les implique davantage, quoi. Le tout gratuit a des limites, quoi. Euh, Ces tables rondes-là, elles peuvent être soit pour poursuivre l'activité, mais elles peuvent aussi être quelquefois pour cesser l'activité. Là, j'entends par là, c'est qu'en fait, on fait le constat avec l'agriculteur qu'il n'y a pas de pérennité à l'entreprise et on va faire une table ronde amiable. Quand on voit que l'actif réalisable va couvrir l'ensemble du passif, eh bien, on peut faire des tables rondes où on va négocier une pause sur les dettes, on va négocier un règlement amiable de la dette, en fait, quand l'ensemble de l'actif aura été vendu. Voilà. Donc, vous voyez, on peut aller dans les deux sens. Ça peut être, le projet de l'agriculteur peut être de continuer son activité. En tant que champ d'agriculture, j'allais dire, ce qu'on préfère. Mais bon, quand l'agriculteur nous dit, ben moi, je vais jeter l'éponge parce que là, je ne vois pas de perspective, j'ai pas, et ben on va aussi accompagner dans ce cas-là et engager un système de transmission. Et là, nous, on travaillera avec lui à ce qu'il soit le garant de couvrir l'ensemble de ses dettes. Ou quelquefois, ça arrive de faire des accords où certains créanciers renoncent à une partie de la dette. Euh, c'est déjà arrivé en fait dans certains accords de cessation d'activité qu'on constate que ne pourra pas couvrir, je sais pas moi, 10-15% de la dette. Et on protocole tout ça de telle sorte que l'agriculteur peut terminer sa carrière sereinement. Dernier accompagnement que je voulais vous présenter, l'accompagnement judiciaire qu'on réalise au niveau de nos services Réagir. Donc là, c'est quand on arrive dans les entreprises qui, en général, sont en cessation des paiements, c'est-à-dire quand on arrive en agriculture, euh, comme on a l'habitude de dire, nous, en fait, la plupart des agriculteurs passent par la cessation de paiement dans leur année, hein. C'est-à-dire si on appliquait strictement les règles, il y a des situations où, en fait, l'actif immédiatement réalisable ne couvre pas le passif immédiatement exigible. Mais parce que c'est la particularité de l'agriculture, c'est que voilà, là en ce moment, on sème des céréales, on les récoltera en juin et toutes les charges qu'il a fallu faire pour faire des céréales, on n'en bénéficiera que en juillet prochain, au moment de la récolte. Et entre-temps, il faut trouver les moyens de vivre. Donc, en tout cas, on a cette habitude de travailler avec l'agriculteur, expliquer ce que c'est que les procédures de règlement amiable agricole, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire éventuellement, expliquer comment elles fonctionnent, ce qu'ils peuvent en tirer comme bénéfice, les contraintes aussi hein, de cette voie-là, de résolution de problèmes. Et puis, on va accompagner l'agriculteur à décider d'aller vers cette voie-là, le préparer aux audiences, aller avec lui déposer le dossier au tribunal, l'accompagner devant les tribunaux
Donc on est accepté dans tous les tribunaux de la région en tant que chambre d'agriculture, en tant qu'accompagnant des agriculteurs dans les tribunaux. On assiste aux audiences avec eux. On... Alors quand ils font le choix d'avoir un avocat, bah, du coup, nous, on prépare les choses et puis c'est l'avocat qui est présent, mais dans certaines situations, ils ne prennent pas d'avocat. Et là, on est présent avec eux dans la relation avec les acteurs des procédures, donc dans la relation au tribunal lui-même, au juge, dans la relation avec le mandataire, avec le commissaire-priseur, avec le notaire qui vient pour évaluer les biens immeubles. Voilà, on est présent et on explique à chaque fois les enjeux, les, ce qui va se passer, quoi, en fait, comment ça va se passer. Et on travaille avec l'agriculteur quand on est en redressement judiciaire sur le plan. Euh, Quel est le meilleur plan de redressement possible? Quelle est la meilleure, enfin, quels sont les scénarios qu'on peut proposer et les différents plans, les différentes options qu'on peut proposer aux, aux créanciers pour que le redressement judiciaire se passe au mieux. Donc on fait ce travail-là. Alors il y a quelques nuances suivant les départements. En Loire-Atlantique et en Sarthe, là, on a plutôt des accords avec des avocats ou avec des juristes pour faire cette partie-là. En Maine-et-Loire, en Mayenne et en Vendée, c'est nous, les conseillers chambres d'agriculture, qui allons au tribunal systématiquement. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire en fait sur tous les accompagnements qu'on fait. Je sais pas si je suis dans les temps ou pas du tout. L'intérêt pour nous, c'est que vous puissiez parler de nous euh, et, 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 et- et en fait, s'il y a besoin de nous faire venir. Alors, comment est-ce qu'on intervient? Le mieux, c'est que l'agriculteur nous appelle. Toutefois, depuis maintenant 5-6 ans, on a changé un peu de politique parce qu'on s'aperçoit que quand vous donnez notre numéro à l'agriculteur, souvent, il va procrastiner, il va pas le faire parce qu'en fait, c'est un geste difficile pour lui d'appeler quelqu'un au secours. Euh, Enfin, il le vit comme ça, en fait, je pense, hein. Enfin, on n'est pas dans la tête de l'agriculteur, mais c'est vraiment pas facile pour eux ni de vous en parler, ni d'en parler avec un autre et de prendre l'initiative. Alors, il y en a qui vont le faire, donc spontanément. Donc ça, c'est l'idéal. Mais il y en a pour qui c'est plus difficile. Et donc, l'autre solution qu'on préconise, c'est soit d'appeler avec lui, lui dire, bon, bah écoutez, on va appeler la Chambre d'agriculture ensemble, et puis ils vont venir pour ce premier entretien, ça t'engage à rien, c'est gratuit. Et puis on fera le point, et puis quand c'est ça, d'ailleurs souvent vous êtes présent au moins au début de l'entretien, les organismes de gestion qui le font. Euh, Soit de avoir l'accord de l'agriculteur pour qu'on le rappelle. Et dans ce cas-là, c'est vous qui nous appelez. Vous nous dites, bah voilà, j'ai l'accord de tel agriculteur pour que la Chambre d'agriculture le rappelle. Et bah nous, on rappelle, on s'engage à rappeler rapidement. On rappelle, on rééchange avec l'agriculteur, on prend le rendez-vous et on enclenche le suivi que je vous ai décrit auparavant. Donc, le geste qui sauve, c'est ça pour moi, c'est dès que vous voyez qu'il y a des difficultés qui naissent, que la trésorerie se tend, dans les signes hein, chez les agriculteurs, et puis mes deux consoeurs de la MSA vont reparler aussi ça, des signes, mais dans les signes, c'est tous les changements en fait. Quelqu'un où la trésorerie allait bien et qui tout d'un coup ça va plus, quelqu'un qui euh, participait à toutes vos rencontres, venait régulièrement et puis qui ne vient plus, qui se renferme sur lui. C'est tous ces petits signes-là qui sont des signes de fragilisation et qui doivent être des éléments qui vous interpellent. Et puis bien sûr, vous avez à la lecture des résultats des signes qui sont directement mesurables.
souvent vous écrivez les choses, souvent vous dites les choses, et derrière il ne se passe rien, parce que l'agriculteur a du mal à faire. Donc un des gestes qui sauve, c'est ça, c'est de dire, bah écoutez, là on voit que ça va mal, est-ce que vous êtes d'accord d'être rappelé par la Chambre d'agriculture pour faire le point, ou par réagir en fait pour faire le point? Et ça vous engage à rien, de toute façon ce sera confidentiel. Et s'ils vous disent oui, eh ben, c'est gagné. On gagne des mois, voire des années sur l'accompagnement. Merci à Monsieur Petito. Je vois qu'il y a une question enfin, il y a deux questions de Monsieur Foucard qui dit la prestation s'adresse-t-elle uniquement aux exploitants agricoles ou à tous les acteurs de la filière, par exemple paysagistes? Ça, c'est la première question. Et deuxième question, le premier rendez-vous d'audit est-il gratuit? Et quel est le tarif de la prestation après? Alors, nos accompagnements, ça s'adresse, nous, uniquement aux ressortissants de la Chambre d'agriculture. Donc, les paysagistes ne sont pas ressortissants de la Chambre d'agriculture. Donc, ça s'adresse à tous les producteurs agricoles. Il faut être agriculteur au sens de la définition de ce que c'est que l'agriculture, c'est-à-dire mettre en œuvre des process de production agricole. Donc, chez les paysagistes, la plupart ne font que du commerce et n'ont pas de pépinière, n'ont pas de. Vous voyez, la nuance peut être là. C'est à partir du moment où le paysagiste il produit ses propres plants, par exemple, c'est un agriculteur pour nous. Par contre, s'il ne fait que du service et et de et de l'entretien, et de la création, je veux dire, pardon, je cherchais mes mots, parce que du coup, c'est pas du tout un secteur d'activité auquel on est habitué, mais donc on n'interviendra pas. Là, on fera le relais éventuellement donc, avec la MSA, et on fera le relais avec la boutique de gestion, par exemple, s'il y a besoin, ou on fera le relais avec les dispositifs d'accompagnement des entreprises classiques, euh, comment, qui existent, là, ils ne me viennent plus en tête, mais il y en a qui existent aussi dans le cadre des entreprises, de toutes les entreprises, quoi, en fait, des entreprises commerciales, quoi, en fait. Donc ça, c'était pour répondre à la première question. Sur les tarifs, donc la première visite, c'est gratuit. L'audit, alors ça dépend vraiment des départements. Pour vous donner un tarif, c'est pas si simple. Souvent, nous, c'est 4 à 5 jours de travail, hein, cet accompagnement-là. Et donc, ça fait autour de. Ça ferait un tarif autour de approchant 3 000 euros. Mais on va chercher des aides d'État qui couvrent au moins la moitié. On va chercher des aides de banque, ce qui fait que souvent on arrive à ce que ça coûte moins de la partie audit et table ronde, hein, les deux liés. Ça coûte souvent entre 700 et 1 500 euros. On arrive à trouver des financements en fait par nos dispositifs Réagir qui font que on va voire on arrive dans certaines situations à couvrir l'ensemble du coût qu'on met en œuvre voilà on met parce que en tant que chambre d'agriculture, on a l'accord de nos élus, en fait, pour, dans ces situations de difficulté, utiliser des fonds propres de la chambre et faire en sorte que le coût soit le plus modeste possible. Et l'accompagnement en procédure judiciaire, on est souvent autour de 2 000 euros hors taxe. Enfin, ça oscille entre 1 500 et 2 500 euros hors taxe. Là aussi, c'est des accompagnements qui peuvent durer 6 à 9 jours. Et là, on va chercher des fonds de la Chambre d'agriculture pour faire en sorte que il y ait une prise en charge par la Chambre d'agriculture d'une partie de l'accompagnement, quoi. C'est une de nos forces, en fait, c'est de pouvoir mobiliser des fonds comme ça, Chambre d'agriculture, sur ces prestations-là. Monsieur Foucard dit que c'est très clair et merci à vous, Monsieur Petito. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, on pourra y revenir tout à l'heure après la présentation de la MSA. Moi, j'avais juste un petit mot à dire par rapport à la Chambre d'agriculture. Je l'ai expérimenté à plusieurs reprises.
J'ai trouvé ça assez simple en fait de les mettre dans la boucle, puisque à chaque fois j'indiquais aux clients que voilà, on voyait il y a des difficultés, qu'avec les fournisseurs, ça devenait très compliqué. Et de pouvoir avoir des gens expérimentés qui vont savoir sur quelle durée on peut étaler enfin, les dettes fournisseurs, comment on peut faire, reprendre avec lui son exploitation, enfin, reposer son exploitation avec lui et tout ça. Voilà, il y a je trouve, une vraie compétence de la Chambre et du réseau, enfin du groupe Agir, je vais dire Réagir. Réagir, voilà, excusez-moi. Donc n'hésitez pas, je l'ai pratiqué et je l'ai pratiqué bien en amont avant d'avoir les difficultés de trésorerie et on a vu que les clients étaient ravis, on n'était pas tout seul, on était plusieurs sur le dossier, on a beaucoup d'échanges avec la chambre quand c'est comme ça sur les dossiers, donc c'est un vrai travail d'équipe et le client a vraiment apprécié. On a parlé technique, psychologique. Il y a toutes les questions morales, il y a toute la question de comment on va accompagner personnellement le client dans ces moments de difficulté-là. Et là, je laisse la parole à Madame Étilleux, qui est présente de la MSA et qui va vous expliquer un peu tout l'accompagnement possible pour le chef d'entreprise agricole. Merci. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon. Donc, je suis Anne-Laure Étilleux, je suis responsable du programme prévention du mal-être agricole pour la MSA Mayenne-Sarthe. Je vais représenter mes deux collègues qui ne peuvent pas se joindre à nous aujourd'hui. Eva Baudet pour le Maine-et-Loire, qui s'excuse, elle a un problème technique, elle pourra difficilement nous rejoindre. Et Émilie Douin qui est sur la caisse Loire-Atlantique Vendée. Et donc, je vais vous parler effectivement de ce que la MSA, elle peut proposer. Monsieur Petitot l'a très bien dit, la Chambre d'agriculture accompagne la santé de l'entreprise, on peut se le dire comme ça. La MSA, elle accompagne la santé de l'individu, de son foyer, de sa famille et sa santé mentale. Je vais vous partager mon écran, j'espère ne pas faire d'erreur. Est-ce que c'est bon pour vous? Super. Donc, en MSA, à l'échelle régionale, vous avez 3 interlocuteurs, moi-même pour la Mayenne-Sarthe, Eva Baudet, ma collègue, pour le 49 et Émilie Douin pour Loire-Atlantique Vendée. Vous avez nos contacts pour nous recontacter, à savoir qu'il y a des responsables de programme dans chaque caisse de France. Vos homologues d'autres régions ont aussi mes homologues d'autres régions. On est 37 à couvrir le territoire national et les Outre-mer. Donc, c'est vraiment une volonté de la caisse que d'accompagner cette thématique. De quoi on va parler? Alors c'est sûr qu'en 45 minutes, on ne fera pas de vous des psychologues, des experts de la détection, mais comme le disait Monsieur Petitot, l'objectif est vraiment que chacun puisse se alerter et voir à sa mesure. On va très rapidement reparler de ce que c'est que le mal-être agricole. Monsieur Petitot en a déjà bien parlé. Comment on peut repérer les signes de mal-être? Quelle posture on peut adapter? Qu'est-ce qu'on fait? Quelles ressources? On en a parlé un petit peu. Et l'action du programme PMEA en MSA, on a un éventail d'accompagnement possible. On ne pourra pas entrer dans les détails de tous, bien évidemment, mais sachez-le, il y a des dispositifs existants pour accompagner le volet personnel et familial de l'exploitant. Le mal-être agricole, de quoi on parle quand on parle de mal-être? On parle d'un état physique et ou mental dégradé qui vient d'où? De difficultés. Et si je pouvais vous faire retenir une chose, c'est que l'idée, c'est que ce soit multifactoriel, que ça envahisse la sphère professionnelle, on en a parlé, et c'est là où vous êtes un interlocuteur privilégié, mais quand ça impacte aussi les difficultés personnelles, économiques du foyer familial, sociétal, Monsieur Petitot en a parlé, on ne va plus à l'extérieur, on ne va plus aux fêtes de village, on ne va plus aux réunions, etc. Et quand c'est multifactoriel et ça concerne plusieurs champs de la vie complète, tout horizon de l'exploitant, on peut commencer à s'inquiéter. On est vraiment sur une accumulation de difficultés. Comment ça se manifeste? Des troubles physiques, troubles du sommeil, troubles de l'alimentation, des douleurs, j'ai mal au dos, je boite. On est sur des métiers à caractère accidentogène très élevé.
des manifestations psychologiques de l'angoisse, de la tristesse, de la colère qui explose dans votre bureau, des idées suicidaires qui peuvent mener jusqu'au passage à l'acte, des difficultés comportementales, des addictions qui augmentent, alcool, jeux, une grosse difficulté à accomplir des tâches du quotidien. Monsieur Petitot le disait tout à l'heure, ce qui va être important à repérer, c'est le changement de comportement. Quelqu'un qui était très à jour dans la vaccination de son cheptel, qui a du retard, une absence de participation aux réunions du canton, etc., etc. Et évidemment, les difficultés sociales, le repli sur soi, l'irritabilité, on rejette les gens avec qui on était en capacité d'interagir. Tout ça, ce sont des manifestations, de toute façon, vous y êtes confrontés et vous les observez, donc ça peut nous alerter. Les spécificités du monde agricole, Monsieur Petitot en a déjà beaucoup parlé, je vais revenir très rapidement dessus. On est quand même sur un contexte de crise forte, climatique, énergétique, géopolitique, sanitaire, grippe aviaire, FCO, MHE, on en a parlé, qui s'accumule de facto à une diminution du nombre d'exploitants, donc à une augmentation de la charge de travail, à une difficulté croissante à trouver de la main-d'œuvre. On est sur des métiers accidentogènes. Il y a une question de la transmission, de l'héritage familial. On le sait que c'est spécifique au monde agricole, même si ça tend progressivement à être moins la règle générale. Hérité de son père, de son grand-père, il y a un poids générationnel qui pèse sur les épaules de nos exploitants. C'est un métier qui a une grande transformation de la profession. Le cadre change en permanence. Tous les 10 ans, il faut se réadapter à son outil de travail. Ça demande une énergie psychique et un investissement au-delà de l'aspect financier, hein, un investissement humain et énergique très fort. La difficulté de l'isolement, on ne va pas se le cacher, un exploitant qui veut parler à personne, c'est possible. S'il rencontre très peu de gens, le passage du veto, du laitier, oui, mais en fait, c'est parfois les seuls autres humains qu'il rencontre dans leur semaine. Et une caractéristique très forte, et Monsieur Petitot en a touché du doigt, la réticence à demander de l'aide. On est vraiment sur une caractéristique forte de cette population, vous le savez tout aussi bien que moi. Une explosion des contraintes et des charges administratives, on ne va pas se le cacher, hein, les réglementations sont de plus en plus exigeantes, des difficultés de gestion dont Monsieur Petitot a pu échanger. Et puis, on assiste aussi à une forme d'agribashing, à une fracture sociétale entre des gens qui sont issus du monde agricole et des gens qui ne le sont pas depuis plusieurs générations. Il y a une difficulté de se rencontrer. Et parfois, il y a un vrai contexte de difficulté quand l'exploitant, il exploite pour nourrir, pour nourrir ses concitoyens, et le discours politico-médiatique peut parfois peser et ajouter une grande détresse à des exploitants qui sont sensibles à cette thématique. Et comme je vous le disais, c'est vraiment un phénomène multifactoriel, l'un plus l'autre. Donc, Monsieur Petitot nous a très bien expliqué les difficultés administratives et les contextes de crise, mais il y a aussi tous ces autres contextes-là. Parfois, on a des exploitants. La santé de l'exploitation, elle est là, c'est solide, mais il y a un divorce suite à une transmission et un éclatement de la cellule familiale, et puis il y a une maladie qui est arrivée ou un enfant malade, et en fait, là, c'est quand même très, très lourd à porter pour l'exploitant. L'objectif, c'est de limiter cet effet boule de neige. Quand on souffre, il y a un tunnel qui se met en place très rapidement, la personne s'isole et ça devient de plus en plus compliqué de demander de l'aide, comme M. Petitot l'a dit, ou d'accepter de l'aide. Donc notre objectif à nous, c'est de permettre à l'exploitant d'en parler à quelqu'un. Ben, peut-être que c'est vous, ce jour-là. Peut-être pas, mais l'objectif, c'est de ne pas rester seul. Ce qui peut limiter le fait boule de neige, c'est une personne extérieure qui propose son aide.
Ça, on appelle ça l'alliance thérapeutique. Je vois bien que vous allez mal, je ne peux pas vous laisser ainsi. Il existe des solutions. Je peux vous aider. Parfois, c'est le petit pied dans la porte qui est en train de se refermer. Ce qui permet aussi de limiter cet effet boule de neige, c'est au détour d'une question technique auquel vous pouvez être confronté, demander de l'aide. Et ça va être notre objectif commun à tous. L'idée de cette page, c'est de dire qu'il existe des solutions. Souvent, on se dit j'en ai aucune, rien n'existe, je ne peux bénéficier d'aucune aide, j'ai droit à rien. À la MSA, on est organisme de protection sociale. Il y a des aides et les accompagnements se font peu importe les ressources. On va se le dire. Après, il y a des aides qui sont soumises à des conditions de ressources, d'autres non. Mais tout exploitant est accompagné. On est organisme de protection sociale. Comment on peut repérer des signes? Je vais vite, je vous l'ai dit, c'est un sujet sur lequel je pourrais digresser pendant des heures. L'idée, c'est de vous donner quelques éléments de repère. Et puis moi et mes 2 collègues, on est bien sûr disponibles pour bien plus. Comment repérer? Chez un individu, les signes d'alerte, des manifestations émotionnelles, des peurs mal définies, de la tension, un moral en berne. Des manifestations physiques, on en a parlé, de la fatigue chronique, des tensions musculaires, une grosse prise de poids, des nausées. Ça, on est vraiment sur des manifestations tout publiques, mais qui peuvent bien sûr être repérées chez les exploitants. Des manifestations cognitives, on n'arrive plus à se concentrer, on n'arrive plus à faire des tâches à la fois. On fait des erreurs. Ça, c'est des choses qui sont peut-être perceptibles. Pour vous, un exploitant, tout était hyper au carré, aucune erreur. Et là, plusieurs qui s'accumulent sur plusieurs rendez-vous. Voilà, ça c'est un signe. On en a parlé, les manifestations comportementales, le repli sur soi, l'isolement. Des retards, on n'honore plus les rendez-vous, on ne décroche plus au téléphone, alors que c'était quelqu'un qui était très présent, très actif dans son accompagnement. Et là, les manifestations motivationnelles, on se désengage progressivement de son travail. On n'a plus de motivation. On se dévalorise. Mais de toute façon, je suis nulle. Mon père, il le faisait bien mieux. Et puis, si c'est mon frère qui avait repris, bah, lui, il aurait réussi. Une perte de goût pour les centres d'intérêt habituels. Quelqu'un qui n'exerce plus son activité de loisir ou qui ne parle plus avec passion de son métier ou qui ne parle plus de passion de ses bêtes ou de son cheptel. Ce sentiment d'inutilité, de toute façon, je sers à rien, ils s'en sortiront bien mieux sans moi. Ça, c'est un gros signe d'alerte. Et dans l'activité pro, on a vraiment dissocié vraiment les deux, puisque nous, on peut être en souffrance tout en ayant une activité professionnelle saine, mais dans l'activité pro, des tensions entre les collaborateurs. Monsieur Petitot on a glissé un mot, des salariés qui sont en arrêt à répétition quand ils sont employeurs de main-d'œuvre. La dégradation dans la qualité de la production de son travail, ça c'est probablement quelque chose d'un peu plus perceptible. Du retard dans le suivi vétérinaire, la traite qu'une seule fois par jour, au lieu de... la diminution des activités collectives, plus de repas pris en commun, l'absence de convivialité entre chefs d'exploitation ou avec les salariés et la dégradation du matériel. Alors on sait que c'est un sujet aussi. Ne plus entretenir son exploitation, ne plus entretenir son outil de travail, c'est un signe. Et je vous le disais, une augmentation du nombre des arrêts maladie ou de l'absentéisme chez les salariés. Quand un patron ne va pas bien, un salarié ne peut pas aller bien non plus. Qu'est-ce qu'on fait face à ça? L'idée, on entre dans la question des gestes qui sauvent. On est sur une posture d'écoute et d'empathie. L'écoute attentive, on entend sans juger. La meilleure façon d'écouter, c'est de se taire, de ne pas répondre tout de suite dans l'immédiat. Alors, il y a plein de techniques d'entretien qui existent. L'objectif, c'est pas de toutes vous les donner, mais permettre à l'exploitant de s'exprimer sans l'interrompre. Souvent, quand on arrive à vider son sac, déjà, on va beaucoup mieux. Et on est neurologiquement parlant, on est beaucoup plus en capacité cognitive de réagir ou de saisir l'aide qu'on pourrait nous proposer.
On peut reformuler. Si je comprends bien, vous trouvez que les démarches sont trop lourdes. Vous prenez aucun risque sur une reformulation et surtout ne pas nier les émotions. Oh, mais vous allez vous en sortir, hein, faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Ça participe à isoler. Bah, il le dira plus s'il faut pas dire. Donc vraiment, ne pas nier si vous savez pas les petits tics de langage. Ah oui, effectivement, je vois bien, j'entends. Ça va permettre de vider son sac et d'être plus en capacité de réagir. La deuxième proposition, se mettre à sa place. Alors, on va faire attention, l'idée, c'est pas de pleurer avec lui, mais d'ouvrir un petit peu le lien humain, reconnaître la charge de travail. Euh, Vraiment, mais ça, c'est évident que vous le faites déjà, mais c'est toujours bon de se le dire, éviter les remarques qui minimisent les difficultés. Oh, c'est pas si dur, hein. Bon, bah, c'est pas très accompagnant. Et démontrer un vrai intérêt pour la situation. Je sais que ça demande beaucoup de travail, que ce sont des démarches qui sont contraignantes. Voilà, créer un lien humain. euh, L'objectif, c'est pas que vous deveniez le bon samaritain de l'exploitant, mais c'est qu'il ait assez confiance en vous pour se saisir de l'aide que vous pourrez proposer et qui sera menée par la Chambre d'agriculture, par la MSA ou autre. L'objectif, c'est pas vous deveniez l'endroit où il vient pleurer toutes les larmes de son corps, mais c'est qu'il ait assez confiance en vous pour saisir cette aide que vous pourrez proposer, un numéro de téléphone, un rendez-vous avec des structures accompagnantes. La neutralité et le respect, on évite autant que possible la confrontation, garder son calme, ne pas adopter une posture d'autorité, éviter un langage corporel fermé. Le non-verbal est très important aussi dans la détection des signaux. Quelqu'un qui arrive à en jouer avec un pas franc, ouvert et qui finalement arrive en baissant la tête, à tout le temps les bras croisés, ce sont des signaux, les comportements non-verbaux. Rappeler le rôle de chacun collectivement. On va faire en sorte que vous puissiez vous en sortir, qu'on puisse vous aider. Je peux vous expliquer ce qui va arriver. Éviter les choses, bah, c'est la règle. Vous devez vous y confronter, c'est comme ça. Euh, alors, bien sûr que l'objectif n'est pas de contourner la règle, mais quand on est en face d'un exploitant qui est dans une grande souffrance, l'idée c'est de dire oui, la réglementation elle existe, je vais vous l'expliquer, je vais vous accompagner, vous n'êtes pas tout seul, on peut vous aider, voici ce qui va se passer, donner de la lecture. Quand on sait ce qui va se passer, ça fait baisser l'angoisse. Et là, c'est le quatrième point, la clarté, la pédagogie, expliquer sans accabler. Expliquer calmement les objectifs, les étapes à venir, qu'est-ce qui va se passer dans cette semaine, la prochaine fois, ce rendez-vous, il sert à quoi? Et utiliser un langage simple. Bon, on est tous pétris de jargon administratif. On oublie parfois que mon jargon n'est pas le vôtre et n'est pas le leur. On est vraiment dans donner de la clarté, de la visibilité sur les événements à venir. Et en dessous de cette présentation, c'est écrit que l'objectif est de réduire la tension et d'instaurer un climat de dialogue. On est vraiment dans cet objectif-là. Quand même, on va en parler un petit peu, le risque suicidaire dans le monde agricole, parce que tout le monde le dit, un agriculteur par jour, etc. Est-ce qu'il se suicide vraiment tellement plus que d'autres? Ça existe. Alors, la MSA n'a pas de chiffres sur le nombre de suicides agricoles, puisque on ne collecte pas ce genre de données, mais on a quelques chiffres qui sont plutôt des chiffres nationaux. On n'a pas de chiffres régionaux et encore moins départementaux. Pourquoi l'objectif est d'assurer un anonymat statistique, puisque nos ressortissants sont de moins en moins nombreux. Un passage à l'acte dans un département, vous le savez tout aussi bien que moi, tout se sait très très vite et on sait très bien de qui on parle et on sait très bien. Donc l'objectif est d'assurer un anonymat statistique. Donc ça, ce sont des chiffres nationaux. Il y a quand même un surrisque suicidaire de nos ressortissants. C'est 60% de surrisque pour les patients du régime agricole 15-64 ans. Ce surrisque, il est de 36% pour les salariés, il est de 103% pour les non-salariés, nos exploitants.
Et le surrisque, il ne s'arrête pas au moment où on cède l'exploitation. Ce n'est pas parce qu'on est retraité du monde agricole que le surrisque diminue. Il est encore de 73% pour les 65 ans et plus, 91% pour les non-salariés. On a un phénomène qui s'étend même lorsque l'exploitation est transmise. Donc, même quand il y a la retraite et qu'on ne va plus travailler, on va se le dire un petit peu simplement, le surrisque est malgré tout très présent. Des ressources, les gestes, comment vous pouvez aujourd'hui, quand vous faites ces constats, il y a 2 numéros nationaux qui existent. La MSA a mis en place un numéro de téléphone national qui est le 09 69 39 29 19. Agri-écoute 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Anonyme, gratuit. Ce sont des psychologues et des infirmiers en psychologie qui décrochent, qui sont des écoutants. La particularité d'Agri-écoute, c'est qu'il peut y avoir jusqu'à 5 appels avec le même écoutant pour permettre à l'exploitant d'accepter d'être orienté soit chez son médecin traitant, soit vers Réagir, soit vers la MSA, vers celui qui acceptera d'être accompagné. Ce qui veut dire que cette alliance thérapeutique, c'est pas à vous de le convaincre tout de suite de recevoir de l'aide. Ce travail-là d'alliance, de cheminement, le temps psychologique, c'est un temps long. Et ce travail, il est mené par les écoutants d'Agri-écoute. La particularité d'Agri-écoute aussi, c'est que c'est un dispositif caisse centrale de MSA. Donc, les référents PMEA de chaque caisse sont en lien avec Agri-écoute et on a des orientations, des liaisons directes entre Agri-écoute et les MSA locales. Ce qui fait qu'il y a, quand l'exploitant donne son accord pour être recontacté, tout comme auprès de la Chambre d'agriculture, le mail, il parle de Agri-écoute, il est reçu directement dans la bonne caisse locale et l'exploitant n'a pas une démarche complémentaire à faire de prendre son téléphone et de nous appeler. Le lien se fait dans la journée. Parfois, il y a des réticences à appeler un numéro agricole, parce que si j'appelle un numéro agricole, tout le monde va le savoir. Ça, c'est pas vrai. J'ai perdu mon expression, mais ça n'existe pas. On est tous soumis au secret professionnel. Donc, le numéro national qui existe, c'est le 3114, c'est le numéro national prévention du suicide. Il est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le 3114 n'a pas de liaison directe avec la MSA et n'a pas de proposition d'accompagnement sur 5 échanges téléphoniques continus. Mais parfois, ça rassure les exploitants d'appeler un numéro régime G, ouvert à tous. Moi, je n'ai pas de royalties s'ils appellent Agri-écoute. L'objectif est vraiment qu'ils appellent là où ils se sentent en capacité de le faire. Ils ont leur libre arbitre, leur choix, et c'est presque le plus important, et ça passe même par quelle porte je pousse. On est vraiment dans cette dynamique-là quand ils doivent se ressaisir. Cette capacité à demander de l'aide, eh ben, ils la demandent là où ils la veulent, vraiment. Une petite fiche quand même, hein, quand en rendez-vous, vous entendez bon, bah, de toute façon, mais la prochaine fois, je ne serai pas là, ce sera de votre faute. Ce n'est jamais de votre faute. Ce n'est jamais de votre faute, jamais. C'est difficile de ressortir d'un rendez-vous comme ça où on est inquiet pour la personne qu'on laisse. On peut rappeler que le suicide n'est pas l'unique solution. Alors, pour faire très très court, hein, parce que là, on pourrait en parler des heures, mais la crise suicidaire, c'est un tunnel sans fin où on ne voit plus les portes ouvertes. Et le suicide, c'est l'absence de solution. C'est pas un choix, c'est l'absence de choix. Il ne reste que ça pour ne plus souffrir. Je vais arriver à cet extrême parce que la souffrance est tellement énorme que je ne souhaite plus souffrir, je n'en peux plus d'être dans une douleur si extrême. Et la crise suicidaire, ce tunnel sans fin, ça dure entre 6 et 8 semaines. C'est très court et en même temps, ça permet d'ouvrir les portes, de dire mais vous savez, il existe des solutions. Le suicide n'est pas le seul choix possible. C'est déjà ouvrir une porte. Quand on est en crise suicidaire,
le cortex cérébral change. Les neurones se connectent plus tout à fait dans les mêmes connexions que des personnes qui sont saines et qui ne sont pas en phase de crise suicidaire. Donc, rappelez que ce n'est pas l'unique solution et qu'il existe d'autres choix, c'est déjà agir. On est bien sûr dans une posture bienveillante et attentive. On peut appeler AgriÉcoute avec la personne, lui donner le numéro. Si on est en cas de doute sur l'imminence du passage, c'est je sais où, je sais quand, je sais comment. Vous pouvez poser ces questions-là, mais vous me parlez je m'inquiète pour vous, je sens que vous n'allez pas bien, mais ça veut dire que vous savez quand vous allez le faire et comment? Si vous dites oui, le mercredi, parce que ma femme, elle emmène les enfants au stage de foot, et puis dans la grange, il y a une corde, voilà, le où, quand, comment, on reste pas seul. On reste pas seul. Vraiment, ce sont des critères d'évaluation du risque du passage à l'acte qui sont très, très forts. Vous appelez le 15. Vous m'appelez pas moi, moi je vais appeler le 15. Vraiment, sur sur le passage à l'acte, AgriÉcoute est aussi, ou 3114 est aussi capable de vous aider à faire le tri sur je viens de sortir d'un rendez-vous, je suis pas serein, vraiment là, ça m'inquiète. Ils vont vous guider avec des questions très précises. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Quel est le verbatim? Comment il s'est... Voilà. Ils vont vous aider à décrypter et eux peuvent faire le lien avec le 15 parce que c'est une démarche qui est difficile aussi pour nous d'appeler les urgences. Donc les deux plateformes AgriÉcoute et le 3114, ils sont aussi là quand le rendez-vous il a été très complexe et que votre responsable il est tout aussi complexé que vous parce que en fait c'est pas votre job, c'est pas le mien non plus. Voilà, eux ils peuvent vous aider à faire le tri et mettre en lien avec le 15 si ça l'exige. Comment orienter? Il y a plein de dispositifs existants. La Chambre d'agriculture nous en a parlé. Vous avez cette carte-là. Donc moi, je suis intervenante pour la Mayenne en Sarthe. Mes collègues, vous avez des boîtes mail et surtout des boîtes mail. En fait, ces boîtes mail, prévention mal-être, Mayenne en Sarthe, action sociale, BLF, tout ça, ce sont des boîtes mail qui sont quotidiennement relevées. Vous nous écrivez un mail. Alors pour mes collègues, je sais qu'en 49, c'est directement ma collègue qui la gère. Dans le Loire-Atlantique Vendée, je crois que c'est directement Émilie Douin aussi qui la réceptionne. En Mayenne-en-Sarthe, c'est moi qui la réceptionne, c'est organisé. Ça veut dire que c'est pas anonyme, ça se perd pas dans les méandres de la MSA, ce sont des vrais gens derrière qui les relèvent. Dedans, l'objectif, c'est d'avoir l'accord de la personne. Comme le disait Monsieur Petitot, on ne pourra accompagner quelqu'un qui ne souhaite pas l'être. Donc l'objectif, c'est d'avoir un monsieur est informé que je vous contacte, est d'accord pour qu'une assistante sociale de la MSA le rappelle. Je sais très bien que la MSA, face à un exploitant qui est en difficulté et en souffrance, il ne verra que les codes contentieux, j'en suis très consciente. Il y a des équipes de travailleurs sociaux formés qui accompagnent les exploitants en difficulté, qui sont soumis au secret professionnel, des travailleurs sociaux qui font le job, quoi. On va se le dire comme ça. Il nous faut l'accord de la personne. Si la personne n'est pas d'accord, nous, on va rappeler et il va y avoir une sorte de persécution administrative. La MSA me court après, ils vont encore me prendre de l'argent, ça va m'enfoncer, tout ça. Si la personne n'est pas OK pour qu'on la recontacte, ça va quand même être compliqué de l'accompagner. Nos accompagnements sont gratuits, ça fait partie des dispositifs qui sont existants grâce à leur cotisation. Donc voilà, on est vraiment sur de l'accompagnement social. Les boîtes mail sont traitées quotidiennement et alors je ne peux pas vous dire pour mes deux collègues, mais moi, il y a une reprise de contact dans les 36 heures ouvrées. Ce qui veut dire que, et on essaye de renvoyer la personne qui a été en contact avec la dernière personne qui a été en contact avec l'exploitant. Là, on va valoriser l'humain et on va d'abord mettre le contact humain et la relation de confiance en avant. Qu'est-ce que la MSA, elle propose une fois qu'on l'a recontacté? Alors, je ne pourrais malheureusement pas être dans un détail aussi détaillé que Monsieur Petitot, puisque une multitude de dispositifs existants.
Là, ce sont les grands dispositifs du programme PMEA qui existent. Et ensuite, chaque caisse locale qui est indépendante et qui a son propre conseil d'administration décide des mesures qui lui sont propres dans leur règlement d'action sanitaire et sociale. Donc là, je vais vous présenter un chapeau commun qui existe dans l'ensemble de nos départements. Il existe aussi des subtilités que, alors moi, j'ai en Mayenne et en Sarthe, que en Maine-et-Loire non pas, et inversement. Le premier grand pilier, c'est l'aide au répit. L'aide au répit, c'est un énorme chapeau de dispositifs existants. Il y a de l'aide au remplacement qui existe. Ça veut dire qu'à un moment, il faut s'arrêter de travailler. Donc, on prend en charge le remplacement par un salarié. Donc, l'aide au répit administratif, qui est une nouveauté 2024, une expérimentation 2024 reconduite en 2025. L'objectif est, on est très conscient qu'il y a une charge administrative qui est énorme, et quand on commence à plus ouvrir les courriers, à plus gérer, voilà. Donc on est vraiment sur du filet de sécurité. On ne remplacera pas votre métier, on ne remplacera pas votre job. L'idée, c'est de ne pas se mettre en retard, d'intervenir en prévention très primaire pour dire, mais allez, on y va ensemble et on y va. On a des séjours répit où on sort de l'exploitation parce que ne plus travailler mais voir le gars dans la cour et faire son job, c'est parfois très compliqué. Donc il y a des séjours où on emmène l'ensemble du foyer familial. On est très conscient que c'est avec femme et enfants ou en GAEC voilà, que l'exploitant va pouvoir se recentrer sur sa santé. On a des accompagnements psychologiques qui existent, de la prise en charge, etc., etc. Tout ça, ça se fait dans le cadre d'un accompagnement social avec un travailleur social qui accompagne l'exploitant, puisque je vous l'ai dit, on est vraiment sur accompagner le volet personnel et familial, et on s'inscrit dans un temps psychologique et un temps social qui est long. Donc ça se fait avec accompagnement. Le deuxième grand pilier, c'est Agrécoute. Je vous en ai déjà parlé. C'est vraiment une grande ressource. Le troisième pilier, ce sont les CPP, cellules pluridisciplinaires de prévention du mal-être. Chaque caisse de MSA a une CPP dans lequel les signalements qui arrivent dans les boîtes mail que vous avez pu voir sont étudiés de manière interservice. Parce que c'est bien beau, mais si 15 jours après, il y a l'appel de code qui part, il y a le contentieux qui se met en mouvement, qu'il y a un retard dans la prise en charge du paiement, de dernier remboursement, de frais maladie, il y a vraiment une volonté de décloisonner et que la MSA elle puisse lever cette pression et que ce soit accompagné sur tous les volets et pas uniquement le volet action sociale. Et puis, la MSA, elle est aussi engagée dans l'animation d'un réseau de volontaires, qu'on appelle des sentinelles agricoles ou des veilleurs, suivant les départements. L'objectif est de former, d'accompagner le maximum de personnes à cette détection de situations de mal-être, de signaux forts, de signaux faibles. L'objectif est qu'on arrête, qu'il y ait plus de trous dans la raquette, que les personnes puissent être repérées. On sait très bien que c'est difficile de concerner un exploitant qui a envie de ne pas être trouvé. L'isolement, il est très facile à mettre en œuvre pour nos exploitants agricoles. Une sentinelle, c'est qui, c'est quoi? C'est des personnes volontaires qui sont majeures, qui peuvent intervenir dans le cadre de leur engagement professionnel ou non. C'est vraiment un volontariat un peu comme les premiers secours. Ce sont des personnes qui ont suivi la formation Sentinelle qui peuvent être considérées comme telles. Donc là, on embarque l'ARS avec un programme de formation très poussé sur les signaux de mal-être, la crise suicidaire, comment on la repère, quelles sont les orientations possibles. Donc là, on a touché du doigt la question de la crise suicidaire. Là, on va beaucoup plus loin dans les explications. C'est un engagement personnel. Les sentinelles ne sont pas rémunérées, c'est du bénévolat. Les missions, c'est faciliter l'accès à une prise en charge sanitaire de proximité ou à un service professionnel d'écoute, d'information, d'orientation. L'objectif, c'est que la sentinelle, dans son cadre pro ou en allant acheter son pain le matin, elle voit bien que la personne, elle va de moins en moins bien, elle puisse être cette petite pas dans la porte en disant mais je vois bien que ça va pas, tu sais qu'il existe des choses, quand tu voudras on peut en parler, voilà, qu'on puisse être cette petite lumière dans ce tunnel de crise suicidaire.
Et puis, pour les personnes en risque de mal-être, c'est l'écouter, instaurer un climat de confiance, l'aider à trouver les ressources adaptées. On est bien d'accord que l'évaluation risque suicidaire et l'accompagnement professionnel de cette personne en souffrance, ça ne relève pas des missions de la sentinelle. On est vraiment sur repérer, orienter. Écouter, repérer, orienter. Pourquoi je vous en parle? Parce que aujourd'hui, il y a près de 10 000 acteurs de la détection qui ont été formés, sensibilisés par la MSA. Alors, au 31 décembre 2024, c'était 8 000 sentinelles agricoles. On est passé à la barre des 9 000 là, aujourd'hui, à fin d'année 2025. En Pays de la Loire, on était sur 650 sentinelles. Aujourd'hui, on a encore augmenté. Ce sont vraiment des formations qui sont de plus en plus présentes dans le champ professionnel, et toute l'interprofession se mobilise de manière assez forte comme vous aujourd'hui. Et certains passent le cap d'une formation sentinelle, c'est une journée, 7 heures. Et après, des propositions de mise à jour, toute l'animation du réseau, de la supervision qui est mise en place, parce que parfois on entend des propos qui sont très difficiles. On entre dans le cadre d'un réseau. Si vous souhaitez devenir sentinelle, c'est moi, Eva Baudet et Émilie Douin, les contacts que vous avez précédemment qu'il faut contacter. C'est nous qui gérons la mise en place des formations sentinelles. Voilà pour ce que j'avais à vous partager. Je sais que c'est très dense. J'espère que ça a déjà répondu ou donné quelques informations. Voilà. Merci, Madame Étilleux. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment très clair, avec des situations où je pense que certains, on avait l'impression effectivement de se retrouver dans ces cas-là. Et c'est bon, on est un peu démunis et on ne sait pas quoi faire de ces, effectivement, parfois, c'est régulièrement des paroles qui sont lancées par les exploitants en détresse et où on n'est pas formé à la psychologie, hein, ce que je dis souvent, et pourtant on est presque leurs psychologues parce qu'ils nous connaissent, donc ils déchargent sur nous. Oui. Et c'est toute la difficulté, nous, de trouver les mots, de savoir quoi dire, de les amener à vous appeler. Et ça, c'est notre grosse difficulté, je trouve, de leur dire mais appelez, enfin voilà, des gens qui peuvent vous écouter, et ben, ils disent mais non, mais on les connaît pas, enfin c'est pas eux qu'on a à dire les choses, enfin, et ça c'est toute notre difficulté aujourd'hui, quoi. Oui, c'est là, vous pouvez pas les accompagner dans la durée, c'est pas votre métier, vous n'êtes pas formé à ça. Il faut vous protéger aussi des émotions que vous recevez et des propos que vous recevez en pleine face. Donc ça, c'est aussi abordé dans la formation Sentinelle. Ça donne un petit peu de clé, mais vous êtes la personne de confiance. Et à ce titre-là, vous avez un rôle à jouer en glissant la petite carte Agri-Écoute, en prenant le téléphone Agri-Écoute ensemble. Juste ce tout petit lien de passage de confiance, on le fait ensemble. Vous savez que maintenant, vous n'êtes plus seul à porter ce poids-là. Et lui, il se fait... Ah, votre micro s'est coupé. Je vous entends plus. Ah, c'est bon, je pense. Ouais, je suis navrée. Derrière moi, il y a des travaux. J'espère que vous n'entendez pas les coups de marteau. Non, c'est bon. En tout cas, vous pouvez être ce relais. Et peut-être que c'est pas parce que la démarche, l'exploitant le fera devant vous, mais vous semez cette petite graine. À un moment, c'est possible. Et peut-être que 3 mois plus tard, il vous dira: ah bah oui, mais c'était quoi votre numéro? Redonnez-le-moi. Voilà, vous savez que ça existe. Voilà, vous êtes un relais. Voilà. Et ça n'est pas votre métier. Vous n'êtes pas là pour ça. C'est un métier à part entière. Merci. Est-ce qu'on peut donner, Zélie, la parole pour des questions? Oui, on peut ouvrir en effet les micros si vous souhaitez poser des questions, ou ça peut toujours être dans le chat si vous le souhaitez. On va ouvrir ça. N'hésitez pas, profitez-en. Ah, bon, on voit que
On a des commentaires, c'était très clair. Bon, ça fait plaisir. En tout cas, voilà, j'espère que s'il n'y a pas de questions, j'espère que vous avez apprécié ce webinaire. En tout cas, l'idée, c'est voilà, c'est, je pense, le résumé de tout ce qu'on a pu dire, c'est de dire, plus on intervient en amont, qu'on perçoit les signaux que vous nous avez vous nous avez indiqués, Monsieur Petitot, Madame Métilleux. Soyons acteurs, c'est nous qui sommes quand même les conseillers, les experts comptables en premier lieu avec nos clients. Donc, n'hésitons pas à faire le relais, à dire que il y a des choses qui existent et que restez pas seul. Enfin, ça, c'est mon maître mot. Enfin, je pense que c'est hyper important. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que ça vous aura éclairé sur pas mal de sujets. Je crois, Zélie, que tu vas transférer les supports de mémoire à tous les participants, si je ne dis pas de bêtises. Oui, on mettra à disposition en effet les supports de présentation en version PDF, voilà, pour que vous puissiez y accéder. Voilà, vous avez les contacts différents intervenants sur les slides. Donc voilà, vous les retrouverez dessus. Parfait. Eh ben, je vous dis merci à tous et puis bonne fin de journée à tout le monde et encore merci Monsieur Petitot et Madame Métilleux. Merci à pour tous. votre accueil. Merci à tous. Merci. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir.